Dans Opération Eye, nous avons vu beaucoup de patients venir à l'hôpital. Ça fait plusieurs années que je n'ai pas travaillé aux urgences. Et aujourd'hui, je vais être de garde aux urgences pédiatriques de l'hôpital de Manchester avec le professeur Simon Carley. Ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce service gère plus de patients par heure que n'importe quel autre dans l'hôpital. Joe, 15 ans, est arrivé ici suite à un accident de vélo. Joe est arrivé à l'hôpital en ambulance. Il descendait une colline à vélo à toute vitesse. Un de ses freins n'a pas fonctionné et il a percuté un monospace. Aucun passager du monospace n'a été blessé, mais le véhicule est très endommagé. Et ça veut dire qu'il faut se montrer vraiment très prudent et vérifier s'il y a des lésions internes. Louise tâte le dos de Joe de haut en bas pour s'assurer qu'il n'a pas de fracture. Aïe. 1, 2, 3. Tu portais un casque? Non. Écoutez-moi tous, il faut mettre un casque. Tu porteras un casque maintenant? Oui. Tu vas faire réparer ton frein arrière? Je vais me débarrasser de mon vélo pour en acheter un mieux. Alors, pour l'instant, dans le match opposant Joe à la voiture, Joe est de bonne humeur et n'a pas de blessure flagrante. Donc, pour le moment, on a Joe 1, voiture 0. Il faut ensuite chercher d'éventuelles lésions internes avec un échographe. On cherche à détecter une éventuelle présence de sang. Cela apparaîtrait en noir. Et comme je n'en vois pas, c'est plutôt bon signe. Puisque l'échographie des organes internes de Joe est complètement normale, ça fait Joe 2, voiture 0. Nous emmenons Joe à la radio, où nous prendrons des clichés de ses os. Et on verra si les os qui lui font mal sont fracturés. Nous allons prendre des clichés de son bassin, donc des os de ses hanches. On va ensuite prendre des clichés de sa colonne vertébrale et de son torse. Et de sa colonne jusqu'au cou pour finir. C'est bon, Joey. On a pris la radio. Ce que nous tentons de faire, c'est de prendre des images de la colonne juste à la base de son crâne. Pour que tout se voit bien, il faut qu'il ouvre la bouche et qu'on fasse le cliché de la vertèbre par là. C'est pas facile avec ça. Oui, je sais, mais tu te débrouilles très bien. Voilà, c'est terminé. Le professeur Simon observe attentivement les radios de Joe. Ça me paraît bien. On va aussi demander l'avis des radiologues qui sont de vrais spécialistes dans ce domaine. Ils vont regarder les clichés. Une fois qu'on sera sûr qu'il n'y a rien, on pourra le libérer. Parfait. Sa mère a dit qu'il était en acier trempé. Elle a peut-être raison. Peut-être. Ça vous surprend de voir ça en sachant qu'on a un monospace démoli et un ado de 15 ans en pleine forme? J'avoue être un peu surpris, mais je suis surtout soulagé. Oui. Donc, de façon étonnante, les radios de Joe sont complètement normales. Ce qui fait de Joe 3, voiture 0. Prêt à rentrer chez toi? Ouais. Donc, dans le combat homme contre voiture, on a un vainqueur. Ouais. Tout est bien qui finit bien. Mais Joe a eu de la chance et ça aurait pu être bien pire. Alors, n'oubliez pas de porter un casque. Les équipes de secours d'urgence doivent arriver sur les lieux d'un accident au plus vite. Et il y a beaucoup de moyens différents d'y parvenir. Nous embarquons avec les services d'urgence britanniques qui vont nous conduire dans le feu de l'action et qui sauvent des vies tous les jours. Cette fois, nos caméras vont suivre une mission spéciale. Je suis admiratif d'un groupe très spécial de personnes et je veux que vous voyiez exactement ce qu'ils font. Alors je vous présente l'équipe qui vole au mépris du danger dans un super hélicoptère. Voici les ambulances aériennes des Midlands. Ces services sanitaires aéroportés disposent de 3 hélicoptères, toujours prêts à partir en mission d'urgence. Grâce à une équipe spécialisée composée d'ambulanciers, de médecins et de pilotes, bien sûr, ils couvrent 6 comtés, ce qui représente une population de 5,5 millions de personnes et peuvent transporter un patient à l'hôpital en seulement 15 minutes. Prêts à réagir à chaque instant, ils décollent au moindre appel. Au cœur de ce dispositif aujourd'hui, le docteur John Bingham et l'ambulancière Steph Cormack. Quand le téléphone sonne, ils doivent être prêts en quelques secondes. Il est 5 heures et la sonnerie vient de retentir. L'équipe note les renseignements sur un papier spécial fiché sur leurs pantalons pour gagner du temps et garder les mains libres. L'hélicoptère a du kérosène et est prêt à décoller en très peu de temps. Les hélicoptères ont une place réduite à bord. Je reste à la base alors que l'équipe se rend sur les lieux d'une voiture en feu. D'après ce qu'on sait, un adulte est touché par un feu de voiture. On peut voir le feu juste là.
C'était un très grand feu qui dégageait beaucoup de fumée. Quand vous atterrissez et que vous voyez une voiture en feu, à quoi vous pensez? On pense avant tout à la sécurité. Où peut-on atterrir? Comment atteindre le patient au plus vite? On doit se poser loin de la fumée et loin du feu pour ne pas être touché et ne pas déranger les pompiers. Le feu n'est pas sous contrôle. On va rester à l'arrière par sécurité. Les pompiers tentent de maîtriser le feu et Dr. John commence l'examen du conducteur. Il n'a subi aucune brûlure. C'est positif parce que ça peut vite être grave. Heureusement, il a pu nous dire qu'il n'avait pas été brûlé par les flammes. Pour ce qui est des difficultés respiratoires dues à la fumée, souvent les personnes exposées développent une détresse respiratoire et ont des difficultés pour respirer. Vous avez mal à la gorge? Je vois, ça vous fait tousser. Vous n'avez pas de mal à respirer? La tête qui tourne ou des douleurs? Non, non. Je vais écouter vos poumons. En plus de pouvoir arriver sur les lieux d'un accident rapidement, l'équipe aéroportée présente un autre avantage, celui d'avoir un médecin à bord, qui peut faire un diagnostic sur place et même soigner les patients. On va juste faire un examen complet pour s'assurer que le patient respire normalement, que son taux d'oxygène est bon, que sa tension artérielle est correcte. Et si après ça il se sent bien, alors il n'y a aucune raison de le garder. C'était un incendie important et dangereux, mais il est désormais maîtrisé. Et finalement, la voiture a pu être sauvée? Ce n'est plus qu'une carcasse. Les pneus ont fondu, collés au sol. Il ne reste plus rien à l'intérieur. Même le moteur ne ressemble plus à un moteur, juste des câbles qui pendent. Il a eu de la chance. Le patient a pu repartir sain et sauf et l'équipe a repris l'hélicoptère. On va tout ranger rapidement et partir sur une autre intervention. On ne sait jamais ce que sera le prochain appel, c'est la nature même du métier. Grâce à des hélicoptères rapides et une équipe au top à bord, l'ambulance aéroportée est un complément inestimable au service de secours. J'avoue que je serais rassuré s'il devait venir à mon secours un jour. Si vous avez besoin d'une assistance médicale rapide, Des équipes d'ambulanciers à proximité viendront vous aider. nous embarquons avec les services d'urgence britanniques qui vont nous conduire dans le feu de l'action pour sauver des vies. C'est au tour de Xand d'aller sur le terrain. Ceci est un véhicule rapide d'intervention. Il peut emmener un ambulancier sur les lieux d'une urgence en quelques minutes. Ce service d'urgence est opérationnel et répond à l'aide 24 heures sur 24. De garde avec moi, voici l'ambulancière Jan Van. Ce service reçoit des milliers d'appels d'urgence. Jan, à elle seule, peut réaliser 20 sorties par jour. Et on vous emmène avec nous. James est avec nous pour filmer. Le voilà. Et je vais aussi embarquer cette caméra avec moi. Et je m'approcherai et filmerai pour vous autant que possible. On a reçu un appel et on a mis le gyrophare. On doit vite arriver sur les lieux. On vient de recevoir un appel d'urgence pour une jeune fille qui a fait une crise d'asthme et qui éprouve des difficultés respiratoires. Les crises d'asthme peuvent être très sérieuses. Il faut être sur place au plus vite. Mais ce n'est pas clair. Il y a 2 stades d'athlétisme. Vous pouvez vérifier et nous donner la bonne adresse? Terminé. Quand vous passez un appel d'urgence, il est important de donner un maximum d'informations, mais aussi de rester en ligne. On sait qu'ils sont dans un stade d'athlétisme, mais il y a 2 stades dans cette zone et on ne sait pas auquel on doit aller. Après avoir reçu des précisions, on arrive au bon stade. On doit trouver la patiente rapidement et soigner sa crise d'asthme. On est en chemin et elle a retrouvé son inhalateur. Donc elle a peut-être déjà reçu son traitement. Ivana a trouvé son inhalateur, mais elle a encore du mal à respirer. Tu me racontes? J'étais en train de courir. Tu as eu du mal à respirer pendant la course? C'est ce qui t'a fait paniquer? Oui. Bon, je vais écouter ton souffle, tu veux bien? Jan est en train d'écouter les poumons d'Ivana. C'est une partie importante de l'auscultation parce que les asthmatiques ont parfois des sifflements et ils se sentent oppressés au niveau de la poitrine s'ils ne reçoivent pas assez d'air. Tes poumons respirent bien. Il n'y a pas de sifflement. Même si tu as l'impression de manquer d'air, tu en as plein. En fait, ses poumons semblent dégagés et on entend l'air circuler librement, ce qui est une bonne nouvelle. La raison pour laquelle elle se sent un peu étourdie est sans doute qu'elle a eu très peur en faisant sa crise d'asthme et du coup elle a respiré trop fort. En fait, elle a hyperventilé, ce qui a envoyé tout le monoxyde de carbone dans son sang. Elle doit ralentir sa respiration et reprendre le contrôle. Je surveille sa température et je fais en sorte qu'elle n'ait pas trop chaud. C'est super de voir Ivana faire du sport malgré son asthme. Mais Jan n'en a pas fini avec elle. Jan va prendre sa température, vérifier sa tension, son pouls, ainsi que son taux d'oxygène dans le sang.
Ton pouls bat un peu vite, mais ça n'a rien de surprenant. Quand tu vas te calmer, tout rentrera dans l'ordre et tu n'auras pas besoin d'aller à l'hôpital. Elle a utilisé son inhalateur et s'est assise au frais avec un ventilateur. Elle se sent beaucoup mieux. Prête à disputer une autre course? Non? Ivana se sent beaucoup mieux. On va se préparer pour la prochaine intervention. Au revoir. Bonne chance. Prends soin de toi. Grâce aux centaines d'équipes mobiles comme celle-ci, si vous êtes en situation d'urgence, des professionnels de santé peuvent venir à votre secours en quelques minutes. Le sang. Si vous êtes malade et qu'il vous en faut, rien d'autre ne fonctionnera. La difficulté, c'est qu'il n'y a qu'un seul moyen d'en obtenir, c'est de le prendre chez d'autres gens. Des gens comme moi. Environ 4000 litres de sang sont utilisés chaque jour dans les hôpitaux de tout le pays. C'est vital car ça sauve des vies. C'est pour cela que donner son sang est si important. Je vais t'introduire une aiguille dans le bras, Aksand. Ouais, c'est bien dedans. Et en fait, ça ne fait pas mal du tout. C'est un peu comme une égratignure et l'idée n'est pas agréable, mais Linda est une véritable experte, alors tout va bien. Tout se passe bien. Ça coule parfaitement. Et voilà, ça se remplit. Votre corps est une véritable usine à globules rouges. Il crée en permanence du nouveau sang, mais il le fait dans un endroit que vous ne suspectez pas, l'intérieur même de vos os. Pour être précis, le corps produit 2 millions de globules rouges chaque seconde. C'est incroyable. Je vais donner un demi-litre de sang, l'équivalent de 2 canettes de soda. Cela représente environ 13% du sang en circulation dans mon corps. En France, vous ne pouvez pas donner votre sang avant d'avoir 18 ans, mais vous pouvez en recevoir et ça pourrait vous sauver la vie. C'est fini, et ça n'a pris que 5 minutes. Je retire le tout. Voilà. Parfait. Appuie bien sur le pansement. Très bien. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Ceci est une poche remplie de mon sang. Et à un moment donné, dans les prochains 35 jours, il sera mis à l'intérieur de quelqu'un d'autre et il pourra peut-être lui sauver la vie. Mais on ne peut pas le lui donner directement. D'abord, cette poche doit aller au laboratoire du sang. C'est ici qu'est le plus grand labo de sang dans le monde. Et on va y entrer. C'est la première fois que je vois ce genre de choses. Derrière moi, il y a 800 poches de sang humain vivant. Waouh! John Kirkwood va nous expliquer ce qu'on va faire de mon sang. Votre sang est parmi les 3000 dons qu'on a reçus de donneurs. Donc on parle d'une petite piscine pleine de sang. Tous les jours. Tous les jours. Exactement. Le sang qui arrive au laboratoire est filtré pour en retirer les cellules qui ne peuvent pas être attribuées à tous les patients. Que se passe-t-il ensuite? Ensuite, la poche de sang est emportée vers l'unité de traitement où on va séparer le plasma, les plaquettes et les globules rouges. Le travail du laboratoire consiste à séparer les 3 constituants du sang pour fournir les 3 éléments qui vont traiter les patients selon leurs besoins médicaux. Le premier élément, ce sont les globules rouges, utilisés pendant les opérations et les transfusions. Ensuite, le plasma et les plaquettes, le liquide plus sombre. Le plasma contient des protéines et des cellules qui aident les patients à combattre les maladies. Et enfin, les plaquettes sont minuscules mais essentielles. Elles aident le sang à coaguler et sont utilisées pour des traitements spécifiques de la moelle osseuse et des cancers. Pour séparer les globules rouges du plasma et des plaquettes, on insère les poches là-dedans. Cette machine agit comme une machine à laver et tourne très vite, ce qui fait se séparer les éléments en 3. Une grosse presse fait sortir le plasma et les plaquettes. On obtient donc des poches en haut et les globules rouges en bas. Dans une autre unité du laboratoire, on effectue une autre opération essentielle, l'analyse. Chaque poche de sang donnée doit être testée pour 2 raisons. Premièrement, le sang peut être porteur de maladies et vous ne voulez pas attraper une maladie à cause d'une transfusion. La seconde raison pour laquelle il faut le tester, c'est qu'il existe différents types de sang, comme il y a différentes couleurs d'yeux ou de cheveux. Ce sont les groupes sanguins et vous les connaissez peut-être. Il y a le A, le B, le AB et enfin le O. Mais attention, si jamais on ne vous donnait pas le bon groupe sanguin, ça pourrait être fatal. Mais ne vous inquiétez pas, ces gens-là savent très bien faire leur boulot. Ici se trouve le produit final de cet immense laboratoire du sang. Des milliers de poches de produits sanguins humains sont stockés ici, y compris mon don. Et tout ça partira bientôt sauver des vies. Des milliers de litres de sang sont utilisés chaque jour au Royaume-Uni. Il est très important que les dons du sang arrivent en permanence dans ces laboratoires, afin que le sang soit traité et envoyé dans les hôpitaux. Quelle quantité de sang le cœur d'un adulte pompe-t-il en moyenne chaque jour? Est-ce l'équivalent de A. 100 petites cuillères,
B, 100 barils de pétrole, ou C, 100 piscines olympiques? La bonne réponse est la B, 100 barils de pétrole. Cela fait environ 23 000 litres de sang.